La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h42, c'est l'heure d'Esprit Libre avec Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos. Bonjour Cécile. Bonjour David. Et Jean-François Colossimo, éditeur, théologien, historien, écrivain évidemment à 16h. Bonjour Jean-François. Bonjour. Écoutez, j'avais pas prévu d'en reparler, mais à chaque fois que j'entends cette affaire de narcotrafiquants libérés d'une prison de haute sécurité qui constitue sans doute l'acmé du projet judiciaire de Gérald Darmanin, tant d'efforts pour regrouper des narcotrafiquants très dangereux dans une prison, et que trouvent les magistrats à faire, c'est d'en libérer un pour qu'il aille passer un entretien d'embauche, alors que le dit délinquant a tenté de s'évader en 2014 et qu'il est libérable seulement en 2029. On se demande à quoi joue la justice, si ce n'est à détricoter ce que tentent de faire les ministres de la justice. Cécile Cornudet, vous avez une analyse au moins politique, sinon judiciaire, de tout ça. Affligée, en tout cas. Effectivement, c'est peut-être la contrepartie de cette volonté de Gérald Darmanin de mettre le focus sur les prisons. C'est bien, parce qu'effectivement, il a fait ces deux prisons très, très sécurisées. Mais on se rend compte en même temps ça paraît complètement banal, manifestement, pour les juges d'application des peines de laisser comme ça un prisonnier sortir dans la journée pour passer un entretien. L'avocate du prisonnier, hier, interrogé dans une radio, disait « Bon, j'espère qu'il va rentrer ce soir. » Manifestement, c'était pas évident. Bon, il est rentré, mais c'est vrai que il y a eu les syndicats de gardiens de prison sont affligés. Enfin, les bras vous en tombent, ça c'est sûr. Et Gérald Darmanin l'a dit, il faut changer la loi, parce que c'est la loi qui permet ça. Alors, Hervé Gattegno, qui suit bien ces questions-là et qui les connaît bien, disait que le parquet avait fait appel de cette décision d'autorisation de libérer le prisonnier pour une demi-journée, et qu'en fait, en appel, cette décision a été invalidée, donc il a été autorisé à sortir. On dit que la justice est rendue au nom du peuple français. Le peuple français, quand il voit ça, il se demande si la justice est vraiment rendue en son nom. Oui, c'est ce qu'a dit Cécile, c'est le terme. Tout ça, c'est affligeant, parce que effectivement, on se rend bien compte qu'on est à rebours en fait du réel, tout simplement. Enfin, qu'on est dans une grande négation du réel. Alors, il faut savoir que les juges d'application des peines, c'est une spécialité française, et un peu italienne aussi, mais que ça n'existe pas partout. Il n'y a pas de juridiction spéciale d'un coup qui décide comment les peines qui ont été prononcées doivent être ou non être appliquées, parce que partout ailleurs, elles sont tout simplement appliquées. Voilà. Donc elles sont pas soumises à discussion. Le deuxième point, c'est que c'est chez un grand philosophe napolitain du droit du XVIIe siècle, c'est pas pour le XVIIIe siècle, c'est pas pour faire le malin que je dis ça, mais c'est chez Jean-Baptiste Avico, qui dit qu'un signe de décadence des sociétés, il avait beaucoup étudié l'Empire romain, un signe de décadence des sociétés, c'est pas pour reprendre ce thème de la décadence, mais un signe de décadence des sociétés, c'est la multiplication des lois qui deviennent contradictoires, parce qu'on perd le sens même de la loi originelle, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu comme si, par exemple, on trouve des avocats qui se sont réjouis du fait que ce monsieur lui soit permis de sortir 4 ans avant la fin de sa peine pour un improbable contrat de travail qui, en fait, aurait permis sa libération anticipée. Tout est là, n'est-ce pas? Bon, mais en fait, la vérité face à ces avocats qui dénoncent la justice répressive, c'est que, en fait, justice répressive, c'est un pléonasme. Tout simplement. Je veux dire, la justice est là pour réprimer les délits et les crimes. Si vous lisez le Figaro ce matin, il faut lire le Figaro. Et on l'oublie complètement. Enfin, on a l'impression que la justice serait une espèce de calinothérapie, alors que la justice est là pour réglementer, et on apprend qu'il n'y a jamais punir, empêcher la récidive. On apprend qu'il n'y a jamais de contrôle sur les emplois en question et les entreprises en question, que comme ce sont des narcotrafiquants multimillionnaires, en réalité très très riches, ils payent des entreprises pour faire des faux contrats de travail, pour cotiser pour la retraite pour plus tard. Enfin, il y a manifestement tout un système organisé avec zéro contrôle des juges d'application des peines ou autres sur la réalité des emplois qu'ils occuperont. Des emplois fictifs. Et Gérald Darmanin, dans un interview qu'il a donné il y a déjà quelques mois au podcast Légende, disait que effectivement la lisibilité des peines, c'était compliqué pour les Français. Vous êtes condamné une première fois,
donc vous avez du sursis, vous êtes libre. Vous êtes condamné une deuxième fois et vous êtes condamné à de la prison, mais on vous met un bracelet électronique et donc vous êtes libre aussi, mais avec votre bracelet électronique. Vous êtes condamné une troisième fois et là, vous allez en prison, mais vous avez une remise de peine. Et donc, à chaque fois, les Français disent, mais où est la peine, où est son application ? Et ça, c'est terriblement traumatisant pour le citoyen et les honnêtes gens, comme on disait. C'est qu'on n'a pas une logique non plus pénitentiaire très appuyée et qu'il manque des budgets, tout simplement. On va dire, si on vient au bracelet, c'est pas par électronique, c'est pas par forme d'humanisme. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de place en prison, que les prisons déjà débordent. Donc on voit bien qu'on est un peu sur un cercle vicieux. Moins, en fait, l'appareil répressif fonctionne, plus il y a de délits et de crimes, plus il y a de délits et de crimes, plus l'appareil pénitentiaire est engorgé, et donc plus on va vers des mesures très laxistes, de plus en plus laxistes. Là, c'est un grand tort de l'État qui est incapable, en fait, de se donner les moyens d'une véritable politique. Et en même temps, il faut parler de la réinsertion, parce que la réinsertion est aussi un moyen de lutte contre la récidive, et il ne faut pas brader les politiques de réinsertion des prisonniers qui essayent d'avoir une formation, un apprentissage, pour pouvoir retrouver une place dans la société, puisque tout le monde sait, y compris la droite la plus répressive, que la prison n'est pas une solution pour faire baisser la délinquance. Elle est même une école, souvent, de la délinquance. C'est le problème. Alors, je vous propose d'évoquer rapidement, mais quand même, les propositions du groupe sénatorial LR pour contrer la poussée islamiste en France. Alors, c'est un rapport, une initiative, LR, qui propose 17 recommandations, dont l'interdiction du port du voile pour les mineurs et les accompagnatrices scolaires, l'interdiction du jeûne de Ramadan pour les moins de 16 ans. C'est assez radical. Est-ce le bon sens ou est-ce un moyen pour LR d'exister à côté du RN qui a fait de ce type de proposition sa spécialité ? Les deux. On voit bien dans les sondages que le LR est grignoté par le Rassemblement national. Il y a aussi une volonté du LR, du Sénat, d'exister fortement. Il y a toute une tradition de rapports très denses fournis par le Sénat, et c'en est un de plus, mais il y a aussi derrière la rivalité Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez pour la présidentielle. Et puis, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que énième rapport. Donc, il y en a des rapports. Celui-ci est très, très complet parce qu'il prend le phénomène par plein de bouts. Mais voilà, des rapports sur l'islamisme dans les tiroirs, il y en a énormément. Jean-François Colosimo, je me suis dit, si un tel rapport était publié en Allemagne ou en Angleterre, où le communautarisme est installé, ce serait une révolution. Il y aurait des émeutes dans la rue, etc. Chez nous, en France, en raison de la laïcité, de notre attachement à la laïcité, finalement, les parlementaires semblent faire leur travail. Oui, au sens où le bon principe de la laïcité, c'est qu'en France, c'est l'État qui fait la loi, ce ne sont pas les religions. Voilà. Et que donc l'État est garant de l'espace public, et dans cet espace public, les religions doivent rentrer désarmées et désidentifiées, avec une capacité de témoigner de leurs valeurs pour autant que ces témoignages entrent dans la raison commune. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez que l'Église catholique, sur la question des femmes porteuses, n'est-ce pas, et de la GPA, etc., de la gestion pour autrui, elle invoque le fait que le corps de la femme ne peut pas être loué, acheté, monnayé, ce dans quoi plusieurs féministes qui sont pas du tout catholiques, qui sont athées, par exemple, peuvent se reconnaître, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est cet appel. Alors qu'est-ce qu'on voit là? On voit au contraire qu'avec l'islamisme, on a une contre-société qui est en train de se former. Est-il encore temps de la stopper? C'est la véritable question, n'est-ce pas? Parce que, en fait, la meilleure partie de ce rapport pointe des phénomènes gravissimes, qui sont effectivement, d'une part, l'entrisme, c'est les deux axes du rapport. Cet entrisme, on le voit partout, n'est-ce pas? Encore récemment à l'Assemblée nationale, où il y a eu des enfants mineurs voilés au prétexte d'un accompagnement d'école, d'une visite à une institution républicaine, pour le coup, dans l'enceinte même du Parlement. Donc cet entrisme est partout. Et deuxièmement, l'instrumentalisation des lois démocratiques, ce qu'on appelle en fait la logique du loup dans la bergerie, n'est-ce pas, Et ce détournement est effectivement extraordinairement profond aussi. Donc,
cette volonté sénatoriale est complète, de droite, certes, LR, certainement, en rivalité avec le RN, prise dans l'affrontement Retailleau-Wauquiez, mais il n'empêche que le Sénat aussi est capable de faire d'excellents rapports, il le prouve régulièrement, c'est un endroit où on travaille, contrairement à l'Assemblée nationale, on a le temps peut-être, bon, c'est le temps du sénateur, mais ce rapport est très complet, et en fait pointe infiniment de problèmes dont il n'est pas sûr qu'on puisse simplement les réguler par la loi. Cécile, très rapidement, il a des chances d'aboutir parce que compte tenu de l'absence de majorité à l'Assemblée, ce sera très difficile de légiférer sur ces points-là. Enfin, Oui, la gauche va une fois de plus crier à la stigmatisation, au racisme, etc., etc. Donc il sera enterré, ce rapport, comme les autres. Bien sûr, il sera enterré. C'est, disons, versé à la réflexion dans le cadre de la préparation de la présidentielle de 2027. Pour terminer, je me tourne vers Jean-François Colosimo. La Russie qui tient la plume de Steve Witkoff pour rédiger le plan de paix entre l'Ukraine et la Russie, dont l'Amérique serait l'arbitre et l'organisateur. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, rien de neuf sur 2 points. Le premier, c'est la faiblesse de cette administration Trump dans laquelle, en fait, tout rentre et tout sort n'importe comment dans le désordre. Deuxièmement, le fait que Poutine veut une paix à ses conditions. Et troisièmement, le fait que les États-Unis n'ont aucun souci, ni de l'Ukraine réellement, ni de l'Europe, et voient leurs propres intérêts. Mettez tout ça dans le shaker, et il en ressort eh bien, cette paix indigne qui est en fait une capitulation à laquelle on forcerait l'Ukraine avec des Européens dont nous qui protestent en disant que non, il faut quand même aménager cette paix qui est en fait une reddition, quoi. Voilà, une capitulation. Voilà. Donc en fait, rien de nouveau. On avait vu ça cet été en Alaska, on revoit ça aujourd'hui, on reverra ça peut-être encore une fois si ce coup-là ne marche pas pour le Kremlin et pour Poutine, mais on en sera là à nouveau dans quelques mois, si rien ne se passe, parce qu'en fait, nous sommes dans un état de faiblesse endémique pour stopper cet accord implicite entre Moscou et Washington. Cécile Cornudet, Jean-François Colosimo, je vous dis à la semaine prochaine. On a parlé du service militaire ce matin dans les éditions différentes du journal. On va se quitter avec une marche militaire, mais une marche militaire sympathique, qui donne presque envie de danser plutôt que de tirer. C'est la marche militaire de Schubert, tout simplement. À la semaine prochaine.